Imaginez un monde où aucun enfant n'a peur de franchir la porte de l'école, où personne ne tremble quand le professeur distribue les copies, où personne ne reste assis au fond de la classe, la tête baissée, de peur d'être appelé pour répondre. Imaginez un monde où aucun enfant ne rentre chez lui, serrant son bulletin contre sa poitrine, la honte qui serre la gorge, où jamais personne ne vous dit que vous êtes trop lent, trop bête, trop différent pour suivre, où jamais personne ne vous fait sentir que vous n'êtes pas à votre place. Imaginez un monde où personne ne doit redoubler une classe entière, parce qu'il n'a pas compris une notion au bout de 2 mois, où personne ne se sent nul, parce qu'il ne réussit pas à ce que les autres réussissent sans effort, où l'erreur ne vous marque pas pour la vie, où la différence n'est pas un défaut à corriger. Rien ne brûle, rien ne menace. Chaque enfant peut avancer à sa propre vitesse sans avoir le sentiment de décevoir qui que ce soit. Vous y croyez, vous? Un monde comme ça, c'est possible? Ce monde existe déjà. Il existe en 2150. Cette année-là, plus aucun élève ne souffre d'anxiété scolaire qui serre le ventre avant le premier jour de classe. Le harcèlement a presque disparu des cours et des cours de récréation. L'échec, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existe plus. Ce n'est ni de la magie qui a changé la donne. Ce n'est pas non plus une dictature bienveillante qui force chacun au bonheur. C'est le fruit d'une révolution silencieuse. Une révolution qui n'a pas été menée par des politiciens. Elle n'a pas été portée par des réformes écrites dans des lois par des adultes qui ne mettent plus les pieds dans une salle de classe. Cette révolution a été menée, contre toute attente, par des robots. Bienvenue en 2150, l'année où les robots ont sauvé l'éducation. Et si le meilleur restait à venir? Découvrez un monde où tout devient possible. Bienvenue dans le futur que nous méritons tous. Pour comprendre comment ce changement a eu lieu, il faut d'abord retourner en arrière. Il faut regarder le cauchemar qu'était l'école il y a plus d'un siècle, en 2025. Cette année-là, un élève sur 3 déclarait détester l'école. Détester franchir chaque matin la porte du bâtiment. Le harcèlement scolaire touchait près de 20% des enfants, dans les couloirs, sur les réseaux, pendant la récréation. Certains ne rentraient pas chez eux le soir, le ventre vide, serrés par la honte d'avoir échoué, d'être la cible des moqueries. Le burn-out des professeurs était devenu une épidémie silencieuse. Chaque jour, des enseignants ferment la porte de leur bureau, essuyant une larme avant de rentrer chez eux. Un enseignant sur 3 quittait le métier avant d'avoir atteint 10 ans de carrière. Le système éducatif de cette époque était conçu comme une usine à uniformiser. Mêmes horaires pour tous, même si certains apprennent mieux avec le calme du matin, d'autres avec l'énergie du soir. Mêmes évaluations pour tous, même si certains savent mieux parler, débattre et raconter des histoires que compter des chiffres. Même punition pour tous, même si l'erreur vient de la fatigue accumulée, pas de la mauvaise volonté de l'enfant. Dans ces salles de classe, on apprenait d'abord à obéir. On apprenait à se taire quand on avait une question. On apprenait à rester dans le rang, à ne pas dépasser. La créativité qui sortait du programme, on la punissait, parce qu'elle dérangeait l'ordre établi du cours. Elle cassait la progression prévue sur le papier du professeur. La lenteur qui prenait le temps de comprendre, on la stigmatisait comme un défaut irrémédiable, une tare qui suivrait l'enfant toute sa vie. La différence qui ne correspondait pas au moule prévu par l'administration, on l'isolait, on la mettait à part, pour qu'elle ne dérange pas le flux de la production. Et pendant ce temps, des millions d'enfants sortaient du système chaque année. Ils rentraient chez eux, ils se regardaient dans la glace, et ils croyaient ce que le système leur avait dit. Ils croyaient qu'ils étaient nuls, qu'ils ne valaient rien, qu'ils ne pourraient jamais rien apprendre de bien, alors qu'en réalité, l'école, elle, était cassée. Mais au cœur de cette machine absurde qui cassait les enfants, une idée a commencé à germer lentement. Et si la clé de l'avenir de l'éducation se trouvait entre les mains des robots? Justement, tout a commencé concrètement en 2035, dans une petite région du sud de la Finlande. Une équipe de chercheurs et de professeurs a osé tenter l'expérience interdite. Chaque élève reçoit un tuteur IA personnel, il s'appelle KI. Ce n'est pas un écran de contrôle qui surveille chacun de tes mouvements. Ce n'est pas un juge qui te note, qui te classe, qui te punit quand tu te trompes. C'est un compagnon d'apprentissage qui reste à tes côtés, qui te suit pas à pas. Il observe comment tu apprends. Il s'adapte à ton rythme, jamais l'inverse.
Il propose des chemins différents pour arriver au même savoir, selon ce qui marche pour toi. Si un enfant ne comprend pas la multiplication avec des chiffres écrits sur une feuille, Kai propose de compter des fraises rouges posées sur une image. Il propose un jeu, un dessin, une histoire qui rend le calcul visible et amusant. Si un enfant s'ennuie du programme standard parce qu'il a déjà compris toutes les notions, Kai propose de sauter une étape. Il le laisse explorer ce qui l'intéresse, ce qui l'allume, sans l'attendre à la porte pour le punir d'être allé trop vite. Les premiers résultats sont tombés au bout de 6 mois. Le taux de réussite en mathématiques dans la région passait de 58% à 89%. 10 ans plus tard, l'expérience finlandaise ne reste plus confinée à une petite région du nord de l'Europe. Les tuteurs IA personnels commencent à apparaître sur toute la carte du monde. D'abord l'Europe entière, puis le Canada, la Corée du Sud, puis ce sont des pays à faible revenu qui rejoignent le mouvement. Le Rwanda, le Chili, le Kenya. Ce ne sont plus quelques centaines d'élèves qui ont leur tuteur IA personnel. Ce sont 50 millions d'enfants sur tous les continents qui bénéficient de ce système adapté. L'UNESCO officialise le changement. Elle recommande le tuteur IA comme standard minimum pour tous les systèmes éducatifs du monde. Même les pays les plus pauvres ont pu distribuer des tablettes low-cost équipées du programme grâce à des dons internationaux qui ont financé l'opération. Aucun enfant n'est laissé de côté, parce qu'il est né dans un pays qui n'a pas les moyens. Beaucoup de gens se posaient la même question, dès le début de l'expérience. Et les professeurs humains dans tout ça? Est-ce que les robots vont tout les remplacer? Est-ce que la classe va devenir entièrement une affaire de machines? 15 ans plus tard, en 2060, le mouvement de réforme atteint un point de rupture radical. Les pays nordiques, qui ont mené le changement depuis le début, prennent une décision que personne n'osait imaginer un demi-siècle plus tôt. On supprime les notes, définitivement. On déchire les bulletins scolaires. Les lettres A, B, C, qui servaient à classer les enfants, s'effacent une à une des documents. Plus de classements affichés sur les murs de la classe, où tout le monde peut voir qui est premier et qui est dernier, plus de compétition malsaine où le succès des uns construit la honte des autres. Le jour où la décision est votée dans l'Assemblée nationale, les salles sont calmes. Personne ne crie, personne ne manifeste. Tout le monde a déjà vu les résultats des années d'expérimentation. L'évaluation change de nature du jour au lendemain. Elle devient personnelle et privée. Seul l'élève et son tuteur IA savent où il en est dans son apprentissage. Ils savent ce qu'il faut travailler, ce qu'il a déjà compris, ce qui lui résiste encore. Personne d'autre n'a accès à ces informations. Pas les autres élèves, pas les parents d'autres élèves. Même les parents de l'enfant ne voient que ce que l'enfant veut bien leur montrer. La honte de l'échec, qui a rongé des millions d'enfants depuis des siècles, disparaît pratiquement du jour au lendemain. 20 ans plus tard, en 2080, la réforme dépasse les règles de fonctionnement interne de l'école. Elle abat les murs qui ont enfermé l'apprentissage depuis des siècles. L'école n'est plus un bâtiment fermé entouré de grilles, avec des cloches qui sonnent toutes les heures pour obliger les enfants à changer de salle. L'école devient un réseau de savoir, accessible partout, tout le temps, selon le désir et le rythme de chaque enfant. Les cours ne se déroulent plus seulement entre 4 murs. Ils ont lieu dans les parcs publics, au milieu des arbres et des fleurs. Ils ont lieu dans les musées, où les enfants peuvent toucher des œuvres d'art et écouter leur histoire directement sur place. Ils ont lieu dans les ateliers des artisans, où l'enfant apprend en tenant lui-même un outil, en fabriquant un objet de ses propres mains. Ils ont lieu même chez l'enfant, s'il préfère rester dans un endroit calme pour explorer un sujet qui le passionne. Si un enfant veut étudier les champignons qui poussent dans les sous-bois, il ne reste pas assis sur une chaise à apprendre des définitions par cœur. Il va dans la forêt avec son guide robot. Le robot répond à chaque question, signale les champignons toxiques et enregistre. Si un enfant veut comprendre les étoiles et les planètes, il reste allongé dans un hamac chez lui et interroge son tuteur. 20 ans plus tard, en 2100, le temps a effacé la mémoire vivante du système ancien. Les derniers humains qui ont connu les heures de colle, les mauvaises notes publiées sur les murs, les punitions pour avoir appris trop lentement ont tous plus de 70 ans. L'école nouvelle a déjà remplacé complètement l'ancienne partout dans le monde. Ces anciens élèves se rendent régulièrement dans les écoles. Ils s'assoient en cercle avec les enfants. Ils racontent leur histoire, ce qu'était l'école il y a un siècle. Oui, autrefois, on vous obligeait à rester tous assis en rang, derrière le même bureau, à la même heure.
On vous punissait si vous bavardiez, si vous alliez plus lent que les autres. Si vous ne réussissiez pas un exercice, vous deviez écrire des lignes des centaines de fois. Les enfants écoutent, la bouche ouverte, les yeux écarquillés. Ils n'arrivent pas à croire ce qu'ils entendent. Un petit enfant lève la main. Il demande, d'une voix claire et étonnée, « Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous punissiez les gens qui apprenaient lentement ?» L'adulte sourit, hausse les épaules. Il ne trouve pas de réponse qui ait du sens pour ces enfants nés dans le système nouveau. 50 ans plus tard, nous arrivons en 2150, l'année où la révolution est complètement achevée. Les robots éducatifs qui ont transformé l'école ne ressemblent pas à ce que l'on imaginait il y a un siècle. Ils ne sont pas des imitateurs d'humains rigides, pas des juges froids qui notent chaque réponse. Ce sont des compagnons doux, aux formes organiques et apaisantes. Certains sont des sphères légères recouvertes de tissus biologiques qui flottent doucement à côté de l'enfant qui marche. D'autres sont simplement des voix douces, dans un casque léger, qui ne dérangent personne d'autre. Certains ont des formes en bois clair, qui s'assoient à côté de l'enfant quand il travaille sur un projet. Aucun n'a de paroles trop parfaites, aucun n'a d'expression intimidante qui ferait peur à un enfant. Leur rôle n'est pas de remplacer l'enseignant humain. Ce rôle est simple, et c'est justement ce qui change tout. Leur premier rôle est de ne jamais se fâcher, même si l'enfant pose la même question 10 fois de suite, même si l'enfant ne comprend pas un concept après 20 explications différentes. Ils ne haussent jamais la voix, ils ne montrent jamais d'impatience. Leur deuxième rôle est de ne jamais être fatigué. Même si l'enfant veut explorer le même sujet pendant 3 jours d'affilée, même s'il veut poser des questions jusqu'au soir, ils sont toujours là, prêts à répondre, à montrer une nouvelle image, à raconter une nouvelle histoire. Avec ce cadre nouveau, toute la logique de l'école ancienne s'effondre. Quand un enfant fait une erreur dans un exercice, plus personne ne le gronde, plus personne ne le marque d'un point noir sur son carnet. L'erreur n'est plus une faute, une raison de punir, une preuve que l'enfant est nul. C'est juste une information. Le robot analyse immédiatement pourquoi l'erreur a été faite. Est-ce que l'enfant a compris le concept, mais a fait une faute d'inattention? Est-ce qu'il a manqué une étape du raisonnement? Est-ce que la méthode d'explication ne lui convenait pas? Il propose ensuite une autre voie pour reprendre l'apprentissage. Si l'enfant ne comprend pas l'addition avec des chiffres, le robot propose de compter des pommes, des jouets, des feuilles ramassées dans la cour. Si l'enfant bute sur l'histoire d'une bataille, le robot propose un jeu de rôle pour reconstituer les événements. L'échec n'existe plus dans l'école de 2150. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite définitive. Il n'y a que des apprentissages en cours, à différents stades pour chaque personne. Chaque enfant progresse à sa vitesse, chaque pas compte, chaque erreur aide à aller plus loin. Personne ne ressort de l'école avec la certitude qu'il est né pour rien, qu'il ne sait rien faire. Beaucoup de gens, il y a un siècle, demandaient la même question. Si les robots s'occupent de l'apprentissage personnalisé, qu'est-ce que les professeurs humains vont devenir? Est-ce qu'ils vont disparaître, remplacés par des machines plus efficaces? La réponse est non. Ils n'ont pas disparu. Ils ont simplement changé de rôle. Autrefois, ils étaient des distributeurs de savoir obligés de suivre un programme rigide à la minute près. Ils corrigeaient des centaines d'exercices par jour, ils punissaient les bavardages, ils donnaient des notes. Ils n'avaient plus le temps de parler aux enfants, d'écouter leurs peines, d'encourager leur passion. Aujourd'hui, les robots font tout le travail répétitif. Ils corrigent les exercices, ils préparent les contenus adaptés, ils suivent la progression de chaque élève. Les professeurs humains peuvent enfin faire ce qu'ils font le mieux, ce que les robots ne sauront jamais faire. Ils enseignent l'empathie quand un enfant pleure après un conflit avec un ami. Ils enseignent la créativité quand un enfant dessine quelque chose qui n'existe. Après avoir changé les règles, on a changé les murs. Les grands bâtiments scolaires fermés, avec leurs grilles, leurs couloirs rectilignes et leurs salles de classe identiques, ont presque disparu. À leur place, des tiers-lieux éducatifs intégrés entièrement à la nature. Les bâtiments sont bas, leurs toits sont recouverts de végétation, des petits cours d'eau traversent les espaces, des arbres poussent au milieu des zones d'activité, plus de cloches qui hurlent toutes les heures pour obliger les enfants à changer de pièce. Plus de rangs immobiles où tout le monde doit rester assis sans bouger. Plus de surveillants qui courent après les enfants pour punir les bavardages. L'IA gère les flux, les emplois du temps personnalisés, les sorties d'un jour dans la forêt ou au musée. Les enfants circulent librement,
d'un espace à l'autre, selon ce qu'ils veulent apprendre ce jour-là. Un enfant peut lire allongé sur des coussins pendant 2 heures, puis passer 3 heures à construire une maquette avec d'autres, puis danser dans la salle de mouvement quand il a besoin de se détendre. La division par classe d'âge a aussi disparu. Le mélange des âges est encouragé. Les grands aident les petits à résoudre leurs exercices. Les petits inspirent les grands avec leur créativité sans limite, qui n'a pas encore été étouffée par les règles absurdes de l'ancienne école. Maintenant, voyons ce que les enfants apprennent vraiment dans cette école nouvelle. Autrefois, on leur demandait d'apprendre par cœur des dates, des formules, des définitions que la plupart oubliaient 6 mois après l'examen final. Ces connaissances ne servaient à rien dans la vie de tous les jours et elles ne donnaient aucune envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, ce système a complètement changé. On n'apprend plus pour réciter des réponses toutes faites. On apprend pour résoudre des problèmes concrets, qui ont un sens pour les enfants. On apprend à coopérer, pas à se battre les uns contre les autres pour la première place du classement. On apprend à poser les bonnes questions, pas à retenir ce que d'autres ont décidé qu'il fallait savoir. Les matières traditionnelles n'ont pas disparu. Les maths, le français, l'histoire existent toujours, mais elles sont intégrées dans des projets réels. Par exemple, quand un groupe d'enfants construit une petite éolienne pour alimenter le potager de l'école, il faut des maths pour calculer la taille des pales et la force du vent. Il faut du français pour rédiger le rapport du projet et expliquer ce qu'ils ont appris aux autres. Il faut de l'histoire pour comprendre comment l'énergie a évolué depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui. Ils discutent entre eux, ils essayent, ils échouent, ils recommencent. Chaque erreur est une indication pour trouver la bonne voie. Et surtout, après un siècle où des millions d'enfants ont quitté l'école en détestant apprendre, les enfants aiment à nouveau venir à l'école. Ils ont retrouvé le plaisir d'apprendre. C'est ça, le plus grand changement que les robots ont apporté à l'éducation. Bien sûr, tout n'est pas parfait en 2150. Cette révolution silencieuse n'a pas réglé tous les problèmes du monde d'un coup de baguette magique. Des débats existent encore, comme ils ont toujours existé dans toute société. Certains parents s'inquiètent. Ils trouvent que les robots sont trop présents dans la vie des enfants, que les petits passent trop de temps devant des écrans, et pas assez à jouer dehors avec d'autres humains. D'autres sont du côté opposé. Ils estiment que l'école manque de rigueur, qu'elle ne prépare pas assez les jeunes aux métiers complexes qui demandent beaucoup de connaissances précises. Même avec les robots, l'ennui n'a pas disparu. Un adolescent peut rester là, les bras croisés, à bâiller devant son tuteur IA, parce qu'aucun sujet ne l'intéresse ce jour-là. Les conflits entre enfants ne se sont pas évaporés non plus. Il y a toujours des disputes, des rancunes, des moments de tristesse quand on ne s'entend pas. Les robots ne sont pas des créatures parfaites qui peuvent effacer tous les défauts de l'humanité. Ils ne peuvent pas régler les problèmes de famille, les inégalités qui persistent hors des murs de l'école, les doutes qui viennent quand on est adolescent. Mais si on regarde le chemin parcouru depuis le début du XXIe siècle, le changement est déjà immense. En supprimant la peur de l'échec, qui rongeait des millions d'enfants chaque année. En supprimant la compétition absurde, qui transformait chaque évaluation en une source de honte pour les uns et de stress pour tous. En offrant à chaque enfant un compagnon patient, infatigable, qui l'attend toujours, quelle que soit sa vitesse, quelle que soit sa manière d'apprendre, l'humanité a gagné quelque chose d'inestimable. Elle a redonné aux enfants le plaisir d'apprendre. Et quand on aime apprendre, on n'arrête jamais de grandir. Aujourd'hui, en 2025, notre monde n'est pas encore celui que nous venons de décrire. Nous n'avons pas encore des robots compagnons pour chaque enfant. Nous n'avons pas supprimé les notes, les classements, les murs qui enferment les salles de classe. Mais chaque utopie, chaque grand changement dans l'histoire de l'humanité a toujours commencé d'une seule manière, par une question. Par un petit pas que quelqu'un ose faire, quand tout le monde dit que le système est immuable, que ça a toujours été comme ça et que ça ne peut pas changer. Cette question, nous pouvons nous la poser aujourd'hui, ici, maintenant. Et si nous arrêtions de noter les enfants, de les classer, de les ranger dans des cases selon leur vitesse d'apprentissage? Et si nous arrêtions de punir l'erreur, de stigmatiser la lenteur, de forcer tout le monde à rentrer dans le même moule? Non, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer toute évaluation, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer toutes les écoles et laisser les enfants faire n'importe quoi. Ça veut dire simplement qu'on peut redonner confiance aux enfants. Ça veut dire qu'on peut leur laisser le droit de pousser à leur propre rythme, comme un arbre, comme une fleur, chacun son heure, chacun sa voie. Le futur de l'éducation ne se construit pas demain. Il se construit aujourd'hui, avec chaque petit pas que nous faisons pour remettre l'enfant au centre de l'école. Et peut-être que dans 100 ans,
Nos petits pas auront transformé le monde.